Il me semble qu'H.P. Lovecraft a dit « L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. » Mais ça ne se limite pas qu'aux humains. Tous les êtres vivants ressentent cette émotion fondamentale. Dessiner la peur est pour moi la meilleure façon d'explorer le genre humain. Plus spécifiquement, les réactions des humains face à la peur sont très importantes quand je dessine. Junji Ito est un mangaka japonais né le 31 juillet 1963. Et, après plus de 30 ans de carrière, il est considéré aujourd'hui comme l'un des maîtres du manga d'horreur moderne. Ses premiers dessins remontent à l'enfance. D'abord inspiré par ceux de sa grande sœur, il sera rapidement influencé par le travail d'autres artistes. Le mangaka Kazuo Umezu, connu notamment pour ses ouvrages L'école emportée ou Baptism, le mangaka Hideshi Ino, le romancier Yasutaka Tsutsui, l'écrivain américain Stephen King, et évidemment Lovecraft, pour lequel Junji Ito précise « Ce n'est pas vraiment le mythe de Cthulhu en lui-même qui m'intéressait, mais plutôt l'œuvre de manière générale, et sa façon d'aborder l'horreur, l'indicible. » En 1987, Junji Ito travaille dans un cabinet dentaire comme prothésiste. J'adorais mon travail en cabinet, mais j'étais trop lent. Je commençais à me poser des questions sur mon avenir lorsqu'en 1987, un magazine de prépublication de manga a lancé le prix Umezu. Il suffisait d'envoyer ses pages et le maître Umezu choisissait l'histoire qu'il voulait voir publiée. C'est ainsi que Junji Ito finit par envoyer l'une de ses histoires sur Tomie au Gekkan Halloween, magazine de manga d'horreur qui organisait à l'époque le concours. Sa courte histoire sera alors remarquée et publiée telle qu'elle, et suite à son succès, l'éditeur en demandera davantage, allant d'une histoire de 30 pages à une saga gore de plus de 700 pages sur la sombre Tomie. Les histoires courtes de Junji Ito sont rapidement remarquées par le Big Comic Spirits, magazine grand public de prépublication de manga hebdomadaire, qui lui ouvre ses portes et pour lequel Ito débutera en 1998 la prépublication de son nouveau manga, Spiral. Il publiera par la suite J.O. dans le même magazine, le rendant célèbre et faisant de lui un mangaka incontournable dans le domaine de l'horreur. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine d'histoires plus ou moins courtes publiées par Ito, mais toujours aussi terrifiantes, peuplées de madones maudites, d'enfants machiavéliques ou encore de chaises humaines ou de têtes flottantes. Dans cette partie, nous allons vous présenter et analyser plusieurs œuvres de l'auteur, afin de décortiquer un peu ses thèmes. Bien évidemment, spoilers incoming, n'hésitez pas à la passer si vous voulez pas vous gâcher la surprise. Tomie est la toute première œuvre de Ito. D'abord publiée en format épisodique de 1987 à 2001 au Japon et en 2004 en France. L'histoire nous raconte le récit de Tomie, jeune femme japonaise aux atouts physiques certains. Très portée sur la manipulation, elle charme tous les hommes autour d'elle avec aisance. Un jour, lors d'une sortie scolaire, Tomie se retrouve seule avec son professeur. La discussion nous fait alors comprendre qu'elle entretient une relation secrète avec son aîné.
et le menace de révéler au monde leur idylle s'ils n'acceptent pas d'officialiser leur relation. Au même moment, ce qui semble être le compagnon actuel de la jeune étudiante surprend la tentative de chantage. Une confrontation éclate alors entre Tomie et son copain, qui la fera malencontreusement tomber de la falaise d'où il se tenait, sans le vouloir. La croyant morte, le professeur panique et demande à toute la classe de garder le secret de cet incident tragique. Et, pour sceller le pacte, il invite chaque élève à se munir d'un outil tranchant afin que chaque personne découpe et emporte une partie de son corps avec lui, afin de cacher ses restes à des spots différents et d'entacher l'éthique de chaque participant. Au moment de commencer l'acte, la classe se rend compte que Tomie était en fait toujours en vie. Ils continueront tout de même leur basse besogne, tuant définitivement la malheureuse tentatrice dans d'atroces souffrances. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car le lendemain, Tomie se présentera à l'école comme si de rien n'était, avec, semble-t-il, aucun souvenir des événements de la veille. À partir de ce moment, des choses étranges se produiront. Les hommes croisant la route de la jeune femme se verront sincèrement hypnotisés par elle et finiront, pour la plupart, par commettre bon nombre d'exactions qui se termineront pratiquement toujours par le meurtre et le démembrement de Tomie, puis par le suicide de son agresseur. À chaque fois qu'une Tomie meurt, une nouvelle semble prendre sa place. On pourra même décompter plusieurs versions de la jeune étudiante à différents endroits, mais au même moment. Certaines femmes n'ayant aucun lien de parenté avec notre antagoniste finissent aussi par lui ressembler étrangement, voire à se métamorphoser complètement, créant encore une fois une copie conforme de la magnifique et malveillante Tomie. Un seul morceau de son être suffit à recréer une Tomie complète en quelques jours, et rien ne nous indique que quoi que ce soit puisse l'arrêter. Malédiction, revenante, infection, démon, déesse malveillante, toutes les pistes sont envisageables dans le littéral puzzle humain qu'est Tomie. Une seule chose est sûre cependant, rien ne pourra stopper son ascension. La jeune femme, à la fois victime et bourreau, se rapproche des Onryo ou des Yurei, esprits ou divinités vengeresses ayant péri dans d'atroces souffrances et souhaitant infliger leur malheur à quiconque croiseront leur route. Elle incarne à la fois le mal insondable et injuste dans toute sa noirceur, ainsi qu'une féminité forte et exacerbée, se laissant guider par ses désirs dans une société souhaitant l'opprimer et la remettre à sa place. Elle est aussi belle que monstrueuse, douce que violente, compréhensive qu'orgueilleuse, et ne cessera de nous montrer énormément de facettes de sa personnalité, ne nous laissant malgré tout entrevoir qu'une fraction de ce qu'elle est vraiment. Entre déesse et diablesse, femme et monstre, victime et bourreau, elle ne connaîtra jamais le repos, et il n'est même pas certain que c'est ce qu'elle cherche. Nous ne sommes que de simples humains, facilement manipulables, face à une nymphe tentatrice et omnipotente, aussi belle que cruelle. Et personne n'est à l'abri. Tomie est un des véritables magnum opus de Junji Ito, marquant à la fois ses débuts en tant qu'artiste et finissant par asseoir sa notoriété en tant que maître incontesté de l'horreur. Ayant pris plus d'une décennie à être conçue, l'œuvre est aussi un véritable recueil des avancées artistiques de Ito, son trait s'affinant autant que ses histoires au fur et à mesure de sa vie. Comme dit plus tôt, le premier arc de la saga Tomie fut envoyé au magazine Gekkan Halloween, lors d'un concours présidé par le grand Kazuo Umezu. Véritable inspiration pour le jeune mangaka. Et c'est bien le grand Umezu lui-même qui repérera son histoire et la fera publier dans le magazine. En bref, Tomie est un pur classique de l'épouvante et une œuvre fondatrice de la bibliographie de Ito. Une plongée dans un enfer aussi paradoxal que perturbant, nous offrant une suite d'histoires à la fois originale, sadique, brutale et tout bonnement viscérale, qui saura à coup sûr vous engloutir dans sa folie. Spiral nous raconte l'aventure, ou plutôt les malheurs, des habitants d'une petite ville de campagne d'apparence banale et morose, Kurozu. Les événements s'y déroulant nous sont contés par Kirie Goshima, héroïne de l'intrigue. Kirie vit depuis sa naissance avec sa famille à Kurozu. Son petit ami, Shuichi, lui aussi résident depuis son enfance à Kurozu, va être le premier à alerter Kirie des événements étranges qui s'y manifestent. Sa famille fait d'ailleurs partie des premières victimes. En effet, au début de l'intrigue, Kirie croise le père de Shuichi qui présente un comportement étrange. Il fixe longuement la coquille d'un escargot. Lorsque Kirie retrouve le soir son petit ami à la gare, car ce dernier prend chaque jour le train pour aller au lycée dans la ville voisine à Midoriyama, Kirie lui parle de son père qui observait l'escargot. Shuichi lui confie alors que depuis ces derniers temps, son père se comporte de manière de plus en plus étrange. Il semble comme obnubilé par tout ce qui a une forme de spirale. Dès le premier chapitre, Shuichi pressent qu'il va arriver quelque chose de terrible.
il propose à Kirie de partir. Il sent que quelque chose ne va pas et chaque matin lorsqu'il quitte Kurozu pour aller au lycée à Midoriyama, il est pris de vertige. Il a l'impression que la ville tente de l'hypnotiser. Shuichi semble être le seul à pressentir la mauvaise aura qui plane sur la ville, sans doute en raison du fait qu'il ne passe pas toute la journée à Kurozu, étant donné qu'il suit ses cours à Midoriyama. Cela lui permet de comparer et d'analyser les événements étranges qui se produisent à Kurozu et qu'aucun autre habitant ne semble remarquer. Par exemple, dès le premier chapitre, il fait remarquer à Kirie que le ruisseau de Kurozu a plus de remous dernièrement, tout comme le vent qui souffle en spirale au point de créer des tourbillons. Peut-être est-ce pour sa clairvoyance que la ville ne tardera pas à le punir. En effet, le comportement du père de Shuichi empire. Ce dernier se met à collectionner tous les objets ayant une forme de spirale et il reste enfermé toute la journée à les observer pendant de longues heures. Shuichi confie à Kirie que ce qui l'inquiète le plus, ce sont les yeux de son père lorsqu'il regarde ces objets, car ils se mettent à tourner indépendamment l'un de l'autre. D'abord moqueuse des récits de Shuichi, Kirie finira horrifiée lorsqu'il la ramènera chez lui pour lui montrer la situation. Car l'homme avait effectivement appris à tournoyer ses yeux indépendamment l'un de l'autre, mais pas que. Le premier chapitre se clôture avec l'enterrement du père de Shuichi. Officiellement, la famille a déclaré que l'homme était mort d'une chute dans les escaliers. Mais Shuichi finit par confier la vraie version de la mort de son père à Kirie. Alors que sa mère et lui le cherchaient afin de le faire interner, ils trouvèrent un énorme baquet dans son bureau, et lorsqu'ils l'ouvrirent, le père était rentré lui-même dans ce baquet pour faire de son propre corps une spirale. Ainsi, tout au long du récit, nous découvrons l'histoire de plusieurs habitants et la situation tragique dans laquelle ils terminent à cause de la malédiction de la spirale qui s'abat sur Kurozu. Parmi toutes les histoires, l'une de mes préférées est sans nul doute celle des limaçons, dans laquelle les personnes qui marchent trop lentement finissent par être changées en limaçons. J'adore les dessins démontrant les différentes étapes de la transformation en escargot et la panique que cela engendre chez les personnes condamnées. J'ai également été assez marquée par le chapitre « Le cordon ombilical », et notamment par cette image. Mais je vous laisserai le bonheur de découvrir cette histoire par vous-même. Kirie, qui au début ne croyait pas Shuichi, finira assez vite par être convaincue de la malédiction qui s'abat sur Kurozu. Lorsqu'elle tentera d'ailleurs de fuir la ville, Shuichi, qui voulait s'enfuir dès le premier chapitre, tiendra alors un nouveau discours. Il ne sert à rien de fuir. Tous les habitants de Kurozu sont condamnés à mourir de la malédiction de la spirale. Selon moi, Shuichi endosse le rôle d'ange gardien de Kirie. Je m'explique. Il est le premier à pressentir la malédiction et les événements étranges qui se produisent, tandis que tous les autres habitants semblent endormis ou hypnotisés. À de nombreuses reprises, il sauvera Kirie de la malédiction grâce à sa lucidité, tandis que les autres habitants le traiteront de fou. Par exemple, dès le chapitre 3, La cicatrice, Kirie lui présente sa nouvelle copine Asami Kurotani, la plus jolie fille de sa classe dont tous les garçons tombent éperdument amoureux. Contrairement à toute attente, Shuichi hurle et la chasse en la voyant. Il expliquera plus tard à Kirie avoir perçu en elle quelque chose d'effrayant et de maléfique, comme une spirale. Et il n'aura pas tort. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais ce chapitre m'a beaucoup fait penser à Tomie avec l'histoire de la jolie fille dont tous les garçons tombent amoureux et finissent comme hypnotisés. Je me demande s'il s'agit d'un léger clin d'œil, sachant que les premiers volumes sur Tomie sont sortis en 1997 et les premiers sur Spirale en 1998. Comme on peut s'y attendre, Spirale se termine de façon assez tragique. Tout au long, nous gardons espoir pour que Kirie et Shuichi s'en sortent. Cependant, comme dans toute tragédie, les habitants de Kurozu ne peuvent échapper à leur destin. Tous finissent par être possédés, illustrant clairement la notion de fatalité à travers le récit de personnages vivant des événements exceptionnels, malheureux et inévitables. Et c'est ça qui rend l'intrigue aussi effrayante. Peu importe ce que l'on fait, on est condamné. On apprendra d'ailleurs à la fin du récit que la malédiction du Kurozu n'est autre qu'une boucle, une fatalité qui s'est déjà produite par le passé et qui est vouée à se reproduire indéfiniment, tout comme une spirale. Cette malédiction s'inspire selon moi des récits de Lovecraft ou du moins de la notion d'horreur cosmique, c'est-à-dire notion selon laquelle l'être humain est insignifiant à l'échelle du cosmos et qu'il peut être dépassé à tout moment par des forces qu'il n'est même pas capable de comprendre. Je terminerai tout simplement en vous conseillant évidemment ce manga. Les personnages y sont très attachants, les histoires flippantes sur des points sur lesquels on ne s'attend pas et très tordues, et enfin, les dessins sont juste magnifiques. Soichi est un garçon malheureux. Pourtant, né et élevé dans une famille plutôt normale, celui-ci est bien loin de toute notion de normalité. Il est un manipulateur vicieux, au courant de pouvoirs vaudous dont il n'a lui-même pas vraiment le contrôle. Son teint est blafard, dû à un manque de fer inné dans son organisme, ce qui l'oblige à sucer des clous afin de compenser.
c'est ce que lui avance. Étrange et peu accueillant, il s'efforce de mener une vie de méfait d'ado excentrique à qui on a confié un bien trop grand pouvoir, finissant les 3/4 du temps par se blesser lui-même, lors de ses tentatives de malédiction, de blagues et ou de rites impies. On sent au fond de lui l'enfant en pleine crise d'ado qu'il est. Incompris, voire haï par son entourage, il attise une certaine empathie chez le lecteur et chez ses victimes, qu'il finira par écraser, comme un simple cafard sous sa botte. Il tire sa force de son malheur, et il est très probable que lui-même ne comprenne pas vraiment pourquoi il est ce qu'il est. Tout ce qu'il sait, c'est que le monde ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Et un jour, il les fera payer. Aussi empathique qu'antipathique, Soichi ne semble au premier abord pas réellement mauvais. Beaucoup de ses actes sont motivés par le simple fait de s'amuser, en tout cas en surface. Mais ce qu'il catégorise de blague tourne souvent autour du fait de torturer aussi bien physiquement que psychologiquement son entourage. Comme dit plus tôt, on décèle l'ado perdu, en manque d'attention. Et on peut supposer que sa volonté de tourmenter ceux qui l'entourent est en fait un moyen détourné pour lui d'inconsciemment crier à l'aide. Malheureusement pour lui et ses proches, si vous lui tendez une main, il s'empressera de vous la couper. Nous suivrons ses aventures qui nous permettront de le voir évoluer sur des années, l'amenant même jusqu'à l'âge adulte, où, pour le coup, tout espoir de récupérer une once de bien chez lui semble définitivement perdu. Ce qui est fort avec ce personnage, c'est qu'on finit réellement par espérer que quelqu'un trouve un moyen de le comprendre et de peut-être le remettre sur le droit chemin. Soichi est plutôt intelligent, drôle et enfantin, mais en même temps, bête comme ses pieds, cruel et beaucoup plus adulte qu'il n'y paraîtrait à la base. On finit par s'accrocher à lui, et on n'arrive jamais vraiment à le mettre dans la case d'antagoniste pur et dur. Le mal coule dans les veines du jeune homme, mais on pressent qu'un salut aurait pu être possible à un moment donné, ce qui crée un sentiment paradoxal d'amour et d'horreur envers le sorcier en couche-culotte. Dans la préface de la dernière adaptation de la saga, Marius Chapuis nous dit ceci. Physiquement, Soichi est la manifestation d'un effroi universel. D'une phrase que chaque parent aura fait claquer avec sévérité au moins une fois. Ne mets pas ça dans ta bouche. Soichi est d'abord une histoire de bouche enfantine et monstrueuse. Celle d'un gamin qui use de son anémie, comme d'une excuse pour sucer des clous et se parer d'un sourire vampirique. Ce faisant, l'enfant retourne son rapport à la maladie, défie l'autorité et se façonne une identité. Embrassant le mal qui explique sa pâleur cadavérique et le distingue. Soichi transforme la maladie en paravent, en masque, qui effraie les autres et le protège, en devenant le support de son imagination débordante. Une position de retrait créatif, pas si éloignée du discours tenu par tant d'auteurs de bande dessinée, tout continent et époque confondus lorsqu'ils évoquent leur enfance, et souligné par un chapitre introductif qui installe Soichi comme en retrait du panorama estival typique, cloîtré dans un coin de la maison quand les autres enfants se rafraîchissent d'un morceau de pastèque, s'amusent à la piscine ou partagent un jeu de balle. C'est cette normalité dans le monstrueux qui rend le livre si attachant. Enfant terrible qui joue à la poupée vaudou, nécromancien en culotte courte, vampire à moquette, goule cruel, changelin facétieux, le danger Soichi ne cesse de muer au gré des pages. Au final, la seule chose qui réunit ces figures de l'angoisse, c'est sa nature de mioche, et le fait que chacun de ses gestes est dicté par son désir d'être au centre de l'attention, de voir le monde tourner selon ses règles. L'histoire débute à Okinawa. Kaori et Tadashi, un jeune couple originaire de Tokyo, sont venus en vacances à Okinawa afin de profiter de la mer. Cependant, leurs vacances vont vite tourner au cauchemar. En effet, après une sortie à la plage, Kaori, qui est très sensible aux odeurs, ne cesse de se plaindre qu'une mauvaise odeur les suit. De caractère un peu capricieuse, elle ordonne à Tadashi d'aller acheter du désodorisant et de désinfecter la villa de l'oncle de Tadashi dans laquelle il séjourne. Ce dernier s'exécute et laisse Kaori seule à la maison, qui prend une énième douche pensant que cela fera partir la mauvaise odeur. Alors qu'elle se lave, l'odeur empeste de plus en plus, lorsque soudain, elle entend du bruit derrière le meuble de la salle de bain. Tadashi finit par revenir du supermarché. Et lorsqu'il rentre, lui-même sent la puanteur qui émane de la villa. Il fonce retrouver Kaori et la retrouve évanouie dans le salon. Soudain, il entend un bruit étrange provenant de l'étage. Il aperçoit quelque chose, sans doute un animal, rampant à toute vitesse au sol. Et ne réussissant pas à l'attraper, il finira par l'écraser avec un meuble contre le mur. Et c'est alors qu'il découvrira un poisson avec des pattes. L'animal empeste et sent la chair en putréfaction. Tadashi, d'abord intrigué, finira par se débarrasser du poisson sur l'ordre de sa petite amie, rendue malade et fiévreuse par l'odeur.
Le cadavre sent tellement mauvais que Tadashi l'emballe dans un sac. C'est alors que le poisson se met de nouveau à frétiller. Tadashi l'achève une seconde fois et rentre auprès de sa copine qui se plaint à nouveau de l'odeur qui devrait pourtant être partie. C'est alors que rentre par la fenêtre en volant le poisson à pattes toujours dans le sac. Dans l'affolement, Kaori s'enfuit vers la plage, poursuivi par le poisson flottant toujours dans le sac et par Tadashi qui tente de lui venir en aide. Une fois arrivé au bord de la mer, Tadashi y découvrira d'autres poissons à pattes. Et comme vous vous en doutez certainement déjà, il n'y a pas que des poissons qui sortiront de la mer avec des pattes. D'abord prépublié en version courte entre 2001 et 2002 dans le magazine Big Comic Spirits, Dio finira par être publié officiellement en mai 2002 au Japon grâce à son succès. Et il y a de quoi. En effet, personnellement j'ai beaucoup aimé le côté malaisant de cette histoire. Je ne veux pas trop vous en dire pour éviter de spoiler l'intrigue à ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais Dio réussit selon moi à parfaitement mélanger le grotesque et l'effrayant. Pour illustrer mes propos, je vous laisserai simplement face à cette image. Concernant les personnages principaux, je m'y suis beaucoup attachée. Sans aucune difficulté à Tadashi, qui est bienveillant et ultra courageux tout au long du récit. Et également, contre toute attente, à Kaori. En effet, au cours des premiers chapitres, je la trouvais assez fragile et insupportable, aux allures un peu princesse capricieuse. Mais à la fin du récit, son comportement prend un autre sens lorsqu'on découvre son histoire, et surtout lorsque l'on voit tout l'amour qu'elle porte pour Tadashi. Le couple s'aime d'un amour sincère et pur, et l'on espère tout au long de l'intrigue qu'ils survivront. Remina est sans nul doute l'œuvre la plus Lovecraftienne de Ito, lorgnant beaucoup plus dans la science-fiction que beaucoup de ses autres œuvres. L'histoire nous parle à la fois d'invasion et de littérale extermination du genre humain, tout en tirant à vue sur l'industrie des idoles, de la religion et de la société japonaise en général. Dans un futur plus ou moins proche, un scientifique trouve un jour une nouvelle planète se baladant de système solaire en système solaire. Si déjà le fait qu'un astre pouvant se déplacer de lui-même dans l'espace, et ce, à une vitesse ahurissante, est étrange, le professeur Oguro redouble d'étonnement quand il se rend compte que les autres planètes autour de ce nouveau monde disparaissent petit à petit. Pensant avoir fait la découverte du siècle, le professeur l'annonce au monde et décide de nommer cette nouvelle planète par le nom de sa fille, Remina. L'humanité est d'abord extatique et en totale adoration devant cette nouvelle étoile et son homonyme terrienne, et porte la famille Oguro en héros et Remina en déesse parmi les hommes. La jeune femme se voit alors mise en première ligne en tant que plus grande idole mondiale. Mais un jour, un des collègues du professeur Oguro annonce aux scientifiques renommés que Remina semble avoir subitement changé de trajectoire et qu'elle fonce tout droit sur notre système solaire. Il ajoutera que la planète sait que l'humanité habite la Terre car elle l'a regardée droit dans les yeux. À partir de ce moment, la panique s'installe sur Terre, alors que toutes les planètes de notre système solaire se voient littéralement dévorées par ce qui ressemble de plus en plus à un organisme massif, malin et affamé, et de moins en moins à une planète inerte. La famille Oguro se verra descendre de son piédestal, tandis qu'un mouvement de masse à l'échelle de l'humanité entière tentera d'apaiser l'astre maléfique, en voulant sacrifier ce qu'ils assimilent à sa représentante sur Terre. Remina, l'humaine, tentera de survivre à la fois à la littérale fin du monde, mais aussi au mouvement de panique générale de toute son espèce, tandis que l'étoile dévoreuse de mondes s'approche de plus en plus de la Terre, avec une seule idée en tête, satisfaire sa faim. Comme dit plus tôt, Ito dresse ici un portrait misérable du genre humain, de sa facilité à l'adoration puis à la haine face à l'inconnu. Et régente tout d'abord la famille Oguro comme de véritables dieux parmi les hommes, avant de les traîner dans la boue et de les déclarer seuls responsables de la prédation de cette entité titanesque sur notre pauvre humanité. La religion, et plus principalement le catholicisme, en prennent pour leur grade, montrant des scènes de crucifixion sacrificielle pure et simple afin de calmer un dieu maléfique omnipotent et quelque part punisseur selon les humains. Car oui, même s'il est tout à fait vrai que tout cela n'était qu'un probable hasard et que la planète infernale a découvert la Terre sans trop la chercher pour son prochain repas, il est aussi véridique que les actions de l'humanité semblent corroborer avec celles de l'entité cosmique, rien qu'au niveau de la prédation dont les humains et plus particulièrement les hommes font preuve envers Remina Oguro, que ce soit pendant son ascension ou sa chute. À la fin du compte, le sort de notre race semble presque mérité, et ce que Ito nommera la planète lécheuse, si malfaisante et innocente à la fois, s'en va tranquillement vers d'autres systèmes solaires, comme un enfant qui part gentiment à l'école après avoir explosé une fourmilière dans son jardin, ne laissant derrière elle que le vide intersidéral de l'espace. Remina est non seulement une de mes histoires favorites de l'auteur,
mais aussi un énorme clin d'œil à Lovecraft, mettant en scène la fin de notre race dans un scénario aux conséquences catastrophiques et aux enjeux insondables. Une belle œuvre à se procurer d'urgence. Ces histoires n'étaient qu'une fraction de génie dans la bibliographie folle de l'artiste, et nous pourrions produire une vidéo par conte pour avoir du contenu jusque l'année prochaine en toute franchise. Son univers est d'une telle intelligence et comprend parfaitement comment répugner, effrayer, voire terroriser son lecteur, tout en le gardant obsédé par la spirale infinie qu'est Junji Ito. Ito est très similaire à Lovecraft dans ses thématiques, peuplant ses histoires d'horreur indicibles, rebutantes et loin de notre compréhension de la réalité. Son travail est souvent cruel envers ses protagonistes, souvent embarqués contre leur gré dans un monde d'épouvante et de traumatismes violents et putrides, où l'espoir semble inexistant. Malgré qu'un certain nombre de ces personnages s'en sortent à la fin, le dénouement nous fait souvent comprendre qu'une réelle happy end est illusoire et que le héros ne retrouvera sans doute jamais une vie normale. La notion de transformation anormale du corps humain y est souvent représentée. La violence est crue, mais garde une certaine poésie. Chacune de ces blanches, aussi exécrable soit-elle, fascine. Le travail des textures, organiques, mortes ou bien vivantes, la position d'un cadavre, l'expression terrorisée d'un de ses protagonistes. Ito mélange douceur et vision d'horreur avec une élégance jamais égalée. Il utilise aussi énormément de nos peurs primaires, qu'il étirera autant qu'il peut afin de créer de véritables situations d'enfer, aussi visuelles que psychologiques. Claustrophobie, trypophobie, paranoïa, peur des insectes, de la vie marine, et j'en passe. Globalement, vous finirez par trouver dans un de ces récits quelque chose qui vous mettra réellement mal à l'aise, sur un niveau très personnel. La notion de libre arbitre est souvent absente, ne laissant que très peu de choix ou de réactions possibles à ces personnages face à leur descente inexorable. Retrouve énormément de piques contre la société japonaise, la place de la famille, des femmes ou des enfants dans ce monde moderne. Femmes et enfants qu'il n'hésitera pas à détourner de la lumière afin d'en faire vos pires cauchemars. Et par la même occasion, celui de la société qui semble les avoir opprimés. Ces antagonistes sont souvent néfastes et mauvais de nature, ne nous laissant comprendre qu'une infime partie de leur psyché, et nous laissant souvent dans un flou constant sur leur motivation et sur leur raison d'en être arrivés à de telles extrémités. Cela dit, bien qu'ils soient souvent érigés presque au rang de déités invincibles, beaucoup d'entre eux restent dans le fond bien humains, ce qui attisera souvent la compassion du lecteur, pour ensuite détruire tout espoir de la plus sombre des manières. On retrouve pas mal de notions de culte et de religion. Le monsieur semble avoir une certaine spiritualité qu'on peut retrouver dans ses contes macabres, avec bien évidemment une énorme inspiration des mythes et légendes du Japon, qu'il réadaptera à sa sauce. Paradoxalement, on retrouve aussi un nihilisme froid dans son style d'écriture qui poussera le lecteur dans ses retranchements les plus profonds. D'ailleurs, via cet exemple, je pense pouvoir mettre en avant un de ses thèmes phares selon moi, le paradoxe. Le paradoxe entre la mort et le vivant, entre la douceur et la violence, le mal et le bien, l'enfance et l'âge adulte, la beauté et l'effroi, l'espoir et le néant, l'amour et la haine. Le travail de Ito est nuancé, peut-être inconsciemment inspiré par la notion de yin et de yang, que tout et son contraire existent et coexistent, afin de garder un certain équilibre. Il ne peut y avoir d'émerveillement sans dégoût. Le travail de l'artiste est indéniablement une source de réflexion simplement ahurissante, aussi complexe que lambda, incluant justement dans beaucoup de ses histoires l'horreur avec un grand H dans des situations somme toute basiques. Et bien qu'on puisse rapprocher Ito de Lovecraft sur la forme, le fond se veut beaucoup plus gris que totalement noir, et ce, bien que, comme pour le créateur du mythe de Cthulhu, l'humanité perd presque toujours. Selon moi, un des plus grands talents de Junji Ito est sa manière de prendre un sujet d'apparence banale, qui de base ne suscite aucune peur particulière, et de le rendre effrayant grâce à ses illustrations dérangeantes. Par exemple, depuis que j'ai lu Spirale, je ne vois plus les escargots de la même façon. Junji Ito est un adepte du body horror, qui est un sous-genre de l'horreur pouvant se manifester dans la littérature, le cinéma, mais aussi la bande dessinée et les mangas. L'une des premières œuvres de style body horror est datée de 1818. Il s'agit du livre Frankenstein ou le Prométhée moderne par Mary Shelley. Le body horror est un genre qui expose intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Ces violations peuvent se manifester par des mutations, des mutilations, des maladies, des zombifications,
de la violence gratuite, des rapports sexuels jugés aberrants ou encore des mouvements non naturels du corps, provoquant chez le lecteur de la répugnance ou du dégoût. Selon Linda Williams, chercheuse et professeure universitaire spécialisée dans le domaine du cinéma, le body horror est l'un des 3 genres bruts, ou de l'excès, avec la pornographie et le mélodrame. En effet, dans son essai « Film Bodies, Gender, Genre and Excess », Linda Williams explique que la pornographie, l'horreur ou le mélodrame procurent chacun un certain type de plaisir et une vive émotion chez le spectateur. L'excitation et les spasmes dans le porno, les cris et la peur dans l'horreur, et les sanglots et la compassion dans les mélodrames. Le corps humain est le centre du spectacle de ces 3 plaisirs, et dans le body horror, on se concentre spécifiquement sur les limites du corps humain et ses capacités à se transformer. Et c'est notamment dans ce domaine que Junji Ito excelle. Dans Tomie, il nous présente un corps découpé et redécoupé mais toujours apte à se reconstruire. Dans Spiral, il étire les corps et les désarticule. Et dans J.O., il nous présente des corps ayant souffert de mutations, de maladies et d'excroissance. Personnellement, je tiens à souligner le coup de crayon d'Ito qui réussit selon moi à allier et à passer de la beauté à l'horreur en seulement quelques pages, tout en nous mettant évidemment mal à l'aise. Si vous lisez Tomie, qui je le rappelle est l'une de ses premières œuvres, vous remarquerez que les premiers chapitres ne sont pas très bien dessinés, mais ne vous arrêtez surtout pas là. Déjà car vous-même serez sans nul doute fasciné par cette délicieuse jeune fille très attrayante mais maudite et machiavélique, et car le talent de Junji Ito évolue extrêmement vite au fil des chapitres qui suivent. Selon moi, la majeure partie de ses créations sont des chefs-d'œuvre, et voici quelques exemples pour aiguiser votre appétit. Les dessins de Junji Ito sont tellement captivants qu'un artbook compilant ses plus belles œuvres a même été publié si jamais ça vous intéresse. Ce qui est fascinant chez Ito, selon moi, c'est sa manière de dessiner les matières, les expressions faciales, la panique dans le regard et les mutations. Ito possède 2 registres artistiques, le quotidien et l'horreur, et il semble que ce soit la juxtaposition de ces 2 styles qui donne à son travail ce pouvoir visuel si troublant. À la base inspiré par de grands noms tels que Lovecraft, Umezu ou encore King, Junji Ito est devenu à son tour une grande source d'inspiration dans la pop culture. On retrouve son ombre sur le travail d'Hideo Kojima, de Del Toro, d'Alexandre Aja, qui a d'ailleurs signé la préface de Tomie, ou encore du non moins connu R.L. Stein. En exemple très récent, nous avons l'excellent RPG horrifique World of Horror de Paveo Kosminski, qui mélange des histoires de Lovecraft et Ito afin de créer un roguelike d'enquête surnaturelle aux conséquences désastreuses et planétaires. On retrouve aussi un peu de son œuvre dans le travail du dessinateur contemporain d'Eroguro, un style de manga mélangeant horreur, gore et érotisme, Shintaro Kago, pour qui Junji Ito a d'ailleurs beaucoup d'affection, même s'il est vrai que Kago pousse le bouchon bien plus loin, se servant souvent de son travail pour défier le genre entièrement, ce qui lui vaut une réputation quelque peu sulfureuse. Cela dit, je m'égare. Pour revenir au sujet, Ito a probablement inspiré consciemment ou non énormément de mangaka modernes, de réalisateurs, d'écrivains ou de développeurs. Ayant déjà gagné une bonne notoriété depuis la fin des années 80, Ito surfe une nouvelle fois sur une vague de succès avec la réédition de ses histoires par chez nous et partout dans le monde, l'érigeant plus que jamais au rang de maître incontesté du manga et de l'horreur. Quelques-unes de ces histoires furent adaptées en film, animé ou téléfilm, et ce n'est pas près de s'arrêter, avec comme pour exemple la très attendue adaptation animée de Spiral, réalisée par Hiroshi Nagama, et produit par Adult Swim, qui devrait normalement sortir sous peu. Le fait est que même si certains d'entre vous n'avaient jamais entendu le nom de l'auteur avant cette vidéo, vous avez au moins déjà vu une de ses planches quelque part sur internet. Selon nous, l'influence tentaculaire de Ito ne cesse de grandir dans la pop culture, et aura probablement une ascension fulgurante dans les prochaines années. Il est le roi moderne incontesté et incontestable du genre horrifique en manga. Un dessinateur de génie,
et un auteur d'une intelligence et d'une poésie qui forcent le respect. Ces histoires sont d'une profondeur incroyable et prenables sous plusieurs angles. Il est un dieu du macabre au même niveau que Poe, Lovecraft, King ou de n'importe quel behemoth du genre. Son style est reconnaissable entre mille et sa patte d'une originalité ahurissante. Jamais la mort, le malheur, la décomposition de la chair, la transformation du corps humain, l'horreur indicible et indescriptible, l'effroi, la terreur, le malaise, la maladie et la fin des temps ne furent représentés sur papier avec autant de justesse, de poésie et de profonde réflexion sur le genre humain. Ito continuera à hanter nos songes les plus fous sur les générations à venir, comme une malédiction ancienne qui s'abat sur toutes les personnes posant les yeux sur une de ces planches effroyables et rebutantes. Son œuvre vous suivra partout, et finira par vous obséder. Et vous pourrez alors assister à votre tour au sublime dans l'abject.